Sous ma dernière vidéo, un contradicteur a publié le commentaire suivant. Renoir est un menteur qui a plagié les auteurs SS de ce crime. Je répondrai que dans cette affaire, les menteurs sont en face. Déjà, quand la femme présentée comme l'unique rescapée de l'Église, Marguerite Roufanche, varie et se contredit gravement sur la prétendue caisse que les Waffen-SS auraient apportée. C'est la preuve incontestable du mensonge. Mais il y a plus. D'après l'histoire officielle, Madame Roufanche aurait pu s'enfuir de l'église par le vitrail central de la façade est. Toutefois, la configuration des lieux démontre que sans aide, elle n'aurait pas pu atteindre l'ouverture qui était bien trop haute. Afin de pallier cette difficulté, le 4 octobre 1944, elle raconta que par un hasard providentiel, un escabeau se trouvait derrière le maître-autel. Toutefois, on n'a jamais vu l'arrière du maître-autel servir de remise pour des objets servant au bricolage ou au ménage. Voilà pourquoi, dans son témoignage officiel, Madame Roufanche prétendit qu'elle se serait aidée d'un escabeau qui servait à allumer les cierges. Cette thèse est reprise par les auteurs des bandes dessinées publiées pour le 80e anniversaire du drame. Elle prétend expliquer la présence de cet escabeau en cet endroit. L'ennui est qu'un tel objet n'existe pas. Pour allumer les cierges, depuis très longtemps, les acolytes se servent d'une perche au bout enflammé. Cette histoire d'escabeau providentiel suffirait pour rejeter le récit de Marguerite Roufanche. Mais admettons, oui, admettons sa présence en cet endroit. Madame Roufanche se serait réceptionnée au-dessous du vitrail sans se blesser ni rouler plus bas. Or, quand on considère la hauteur du seau et l'inclinaison de la surface de réception, il apparaît immédiatement que, pour une femme de 46 ans, c'est radicalement impossible. Hypercritique d'un négateur ? Non, simple analyse critique d'un récit. D'ailleurs, nous allons voir que les manœuvres des fabricateurs de la thèse officielle trahissent le mensonge. Quelques jours après la tragédie, Pierre Poitvin interrogea Madame Roufanche. Voici comment il décrit sa fuite. Montant sur un escabeau, enjambant le maître-autel, une femme se penche pour respirer par l'étroite baie au milieu de l'abside. Le vitrail se brise et à travers les barreaux, le grillage se soulève. Une tête dans une auréole de cheveux argentés paraît. Un moment d'hésitation, puis un corps s'accroupit et s'élance dans le vide. D'une chute de 3 mètres, il tombe lourdement sur le remblai entre les soubassements de l'édifice. Déjà, il fallait en déduire que la fugitive aurait elle-même brisé le vitrail. Dans la panique, pourquoi pas? Mais elle se serait blessée. Or, elle n'a jamais parlé de blessure et, surtout, ses mains ne présentent ni bandage, ni croûte, ni cicatrice. De plus, un calcul simple montre qu'au moment de se réceptionner, Madame Roufanche aurait dû exercer une force d'au moins 300 kilos. Non seulement elle se serait blessée, mais aussi elle aurait roulé le long du plan incliné jusqu'à tomber plus bas dans la rue. Pour tenter de rendre son récit plus crédible, le 4 octobre 1944, Madame Roufanche prétendit être tombée sur un amas de ronces. Or, les photos prises peu après la tragédie démontrent que cette végétation n'existait pas. Quelqu'un dut le faire remarquer, car le 16 novembre 1944, Madame Roufanche omit cet amas de ronces fantômes. Elle déclara « Je me suis jetée dehors. Je suis tombée sur mes jambes sans me faire aucun mal malgré la hauteur d'où je m'étais élancée. Aussitôt, je me suis réfugiée dans des petits pois du jardin à proximité. » Cet exploit de la part d'une femme de 46 ans était si incroyable que le concepteur du Centre de la mémoire d'Oradour l'a biffé. Dans son livre, il a supprimé le passage « Je suis tombée sur mes jambes sans me faire aucun mal malgré la hauteur d'où je m'étais élancée. Aussitôt, je me suis réfugiée dans des petits pois du jardin à proximité. » L'aveu est net. Le concepteur du Centre de la mémoire d'Oradour savait qu'un tel exploit est impossible. Les auteurs des bandes dessinées publiées pour le 80e anniversaire de la tragédie confirment bien malgré eux mon analyse. Dans les deux cas, le vitrail n'est pas assez haut. À gauche, en outre, le plan incliné est dessiné horizontal. À droite, un énorme buisson qui n'existait pas a été dessiné,
afin d'expliquer comment la fugitive aurait pu ne pas se blesser et interrompre sa chute. Mais ce n'est pas encore fini. Voici comment Pierre Poitvin racontait la suite de la fuite. Une fois Madame Roufanche hors de l'église, du vitrail, une jeune maman qui l'avait suivie lui jette son bébé. Hélas, il tombe au sol inerte. La mère saute à son tour, elle reprend et étreint sur son sein sa précieuse progéniture qu'elle couvre de baisers, et les deux femmes, malgré leur contusion, leur meurtrissure, longent la cure donnant sur le jardin surplombant la route. Sont-elles sauvées? Non. Des Waffen-SS les visent et tirent. Touchée, Madame Roufanche s'effondre dans des rangs de petits pois du jardin du presbytère. Quant à la mère et l'enfant, touchés eux aussi, ils meurent dans les cabinets du jardin du presbytère. Le 5 septembre 1945, un ancien Waffen-SS, Paul Graf, accrédita cette histoire de femme avec son enfant tuée dans les cabinets. Interrogé, il déclara « Le SS Pakowski est revenu de l'église et nous a dit qu'il venait de découvrir une jeune femme avec son bébé dans les cabinets d'aisance situés près de l'église, précisant qu'il venait de les exterminer, la maman et le bébé, à coups de crosse de fusil. » L'ennui est que depuis un an, cette histoire était abandonnée. Le 4 octobre 1944, en effet, Madame Roufanche avait modifié son récit. Du vitrail, la jeune maman lui tend son bébé. À cet instant précis, les Allemands qui se trouvaient à proximité tirèrent, tuant Madame Joyeux, mère de l'enfant, au moment où celle-ci franchissait le vitrail. Le bébé tombe au sol et, le laissant là, Madame Roufanche s'enfuit avant d'être blessée en gagnant le jardin du presbytère. En 3 mois, donc, l'histoire avait changé radicalement. Madame Joyeux n'avait pu être tuée après avoir fui et tenté de s'abriter dans les cabinets du presbytère, puisqu'elle serait morte au moment de franchir le vitrail. On le voit, la confusion la plus totale régnait. Alors que Madame Roufanche avait déjà modifié son récit, un ancien Waffen-SS avouait un élément de la précédente version. Il faut dire que ce Paul Graf avouait tout et n'importe quoi. Interrogé le 10 octobre 1946, il déclara à propos d'un ancien camarade de combat, Génary, « C'est lui que j'ai vu dans l'église briser les portes du confessionnal. » Peut-être lui avait-on montré cette photo. Mais les éléments en bois n'étaient pas les portes détruites du confessionnal. Il s'agissait de volets apportés là, sans doute pour transporter les fragments de corps. Dans un tel meuble, seul l'emplacement du prêtre, au milieu, est muni d'une porte. Pour les fidèles, des rideaux suffisent. Tel était le confessionnal de Radour. Aucune porte n'équipait les emplacements réservés aux fidèles. Et le soir de la tragédie, celle qui équipait l'espace réservé aux prêtres était intacte. Par conséquent, Paul Graf avait avoué n'importe quoi. Tout comme sur Pakowski, son camarade qui aurait achevé la jeune maman et son enfant dans les cabinets du presbytère. Et ce n'était pas fini. Le 16 novembre 1944, Madame Roufanche raconta qu'après avoir sauté à travers le vitrail, aussitôt elle s'était réfugiée dans le jardin du presbytère. Plus aucune jeune maman avec son bébé n'intervenait dans la scène. Mais le paragraphe suivant venait contredire cette version. Madame Roufanche racontait que la jeune mère l'avait suivie, qu'elle lui avait tendu son enfant qui était tombé au sol, Madame Roufanche n'ayant pu le saisir, et qu'elle avait dû être tuée au moment de franchir la fenêtre. Ces 2 paragraphes contradictoires trahissaient un récit bricolé quelques mois plus tôt et changeant au gré des circonstances. Le 30 novembre 1944, enfin, l'unique rescapée de l'église raconta une nouvelle fois son histoire. Sur le saut, elle resta évasive, se contentant de préciser « J'ai fait un saut de plus de 3 mètres ». Plus de ronces ni de réception sur les jambes sans se blesser. Mais l'original comporte des modifications intéressantes. Dans la version originale, Madame Roufanche prétendait avoir brisé le vitrail. Toutefois, je le répète, si elle l'avait fait dans un état de panique, elle se serait blessée. D'où la correction apportée. Le vitrail était déjà brisé. Dans la version originale, en outre, Madame Roufanche prétendait avoir attendu quelques instants sur le lieu de sa chute. C'est psychologiquement impossible. Une personne qui fuit un massacre n'attend pas. D'où la correction apportée. Après avoir sauté à travers le vitrail, elle s'était enfuie vers le jardin du presbytère. Mais si le premier récit était chronologiquement cohérent, saut à travers le vitrail, attente de quelques instants, regard qui se lève pour voir une jeune femme qui saute près d'elle, la modification brisait la logique de l'histoire. En effet,
Après s'être enfuie dans le jardin du presbytère, Madame Roufanche aurait levé les yeux pour apercevoir une jeune femme qui, sautant par le vitrail, aurait atterri près d'elle. On en conclut que l'unique rescapé était en même temps dans le jardin du presbytère et sous le vitrail de l'église. Pour gommer cette incohérence manifeste, les auteurs du livre officiel de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour ont triché. Ils ont supprimé sans prévenir le passage corrigé « Je me suis enfui jusqu'au jardin du presbytère ». Ces variations et ces tricheries conduisent tout naturellement à conclure que le témoignage de Madame Roufanche est faux. Fabriqué fin juin dans l'urgence, il a évolué pour tenter de paraître plus crédible. Maintenant, voici comment Nicolas Bernard traite cette affaire. Ayant cité Madame Roufanche qui prétend avoir sauté sans se faire aucun mal, il poursuit. C'est alors qu'une jeune femme de 22 ans, Henriette Joyeux, née Verneau, la hèle du haut du vitrail, lui tend son bébé, René, 7 mois. Las, les Allemands tirent sur la malheureuse alors qu'elle franchit la fenêtre et ou peu après sa chute. Le bébé a dû se tuer ou se blesser très grièvement en tombant, n'ayant moi-même pu le rattraper, indiquera Marguerite Roufanche. Un soldat SS du nom de Pakowski se vantera d'avoir achevé l'enfant et sa mère à coups de crosse. Nicolas Bernard passe donc allègrement sur toutes les contradictions qu'une analyse sérieuse permet de relever. Ce n'est pas ainsi que travaille un enquêteur sérieux. En 1952, un auteur convint implicitement que cette histoire ne tenait pas debout. Il écrivit « Comment, tombant de la fenêtre sur l'étroite corniche sans parapet qui contourne l'abside, n'était-elle pas, Madame Roufanche, tombée encore de cette corniche jusqu'à la route ? On s'en rend compte en examinant l'endroit. Elle devait tomber sur la route d'une chute qui pouvait être mortelle, qui l'eût livrée en tout cas au revolver d'un SS. Comment avait-elle pu de la corniche se relever, courir sous les balles, disparaître aux yeux de ceux qui, la visant, l'avaient touchée 5 fois ? La pauvre Marguerite ne le sait pas. À mon avis, Madame Roufanche savait une chose, qu'elle mentait pour occulter les circonstances réelles du drame. Veut-on un autre exemple flagrant de mensonge ? Le voici. En 1992, le rescapé Robert Ebras publia une brochure consacrée à la tragédie. À la page 27, il prétend que le soir, s'adressant à des habitants d'Oradour arrivés plus tard à bord d'un tramway et finalement libérés, un Waffen-SS lança « On vous laisse partir, vous pouvez dire que vous avez de la chance, car, au village, nous les avons tous massacrés. » Or, voici, d'après un témoin, ce que ce Waffen-SS qui officiait comme interprète cria « On vous laisse partir, vous pouvez dire que vous avez de la chance. » L'ouvrage ne dit pas qui a raconté la scène. En fait, 2 témoins l'ont raconté. Un ingénieur de la SNCF, auteur d'un rapport dont je reparlerai. Il explique, au moment de notre départ, le sous-officier qui avait procédé à la dernière vérification d'identité et qui parlait correctement le français nous dit « Vous pouvez dire que vous avez de la chance. » Monsieur Sage ensuite, qui plus tard rédigea un témoignage. On lit « L'interprète en discussion avec l'officier se précipite vers nous et nous dit textuellement « Vous messieurs partir tout de suite !» Et il ajouta avec un large sourire « Vous vous dire bien de la chance !» Robert Ebras a donc ajouté un morceau de phrase pour faire croire que dès le soir de la tragédie, un Waffen-SS aurait avoué le massacre. Cela dit, j'en reviens aux commentaires laissés par mon contradicteur. Il assure « La nouvelle scénographie 2026 du Centre de la mémoire d'Oradour démembrera pour toujours ce néo-nazi négationniste. » Autrement dit, nous allons voir ce que nous allons voir. Peut-être. Mais pour l'heure, on ne voit rien. Il termine en conseillant la lecture de l'ouvrage de Nicolas Bernard qui défend la thèse officielle du drame. Pour ma part, je l'ai lu et j'en suis ressorti nullement convaincu. Considérons la détonation dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo et qui provoqua la fusillade des hommes dans les granges. Nicolas Bernard sait qu'il ne peut la nier. Donc il tente d'en sortir en écrivant « Tout à coup, une détonation retentit. C'est en fait le signal de la mise à mort, probablement un coup de revolver ou une rafale de mitraillette tirée par le SS Hauptsturmführer Otto Kahn, peut-être amplifié par un haut-parleur. » Voilà donc comment Nicolas Bernard tente de faire passer une détonation pour un claquement d'arme à feu.
Cette détonation, écrit-il, était probablement un bruit d'arme à feu, peut-être amplifié par un haut-parleur. Or, dans son témoignage du 9 novembre 1944, le rescapé Clément Broussaudier expliqua « Nous avons entendu dans le voisinage une explosion suivie d'une petite rafale de mitraillettes. Cette explosion, dont la détonation tout en étant assez forte n'a pas ébranlé notre bâtiment, semblait être le signal de la fusillade, car aussitôt nos gardiens ont déchargé leurs armes sur nous. » Clément Broussaudier opérait donc une distinction entre la détonation entendue et le bruit d'arme à feu qui retentit ensuite. Il n'était pas le seul. Plus tard, un autre rescapé, Jean-Marcel Dartout, précisa « Nous avons perçu le bruit d'une détonation venant de l'extérieur, suivie d'une rafale d'armes automatiques. Aussitôt, sur un commandement bref, les 6 Allemands déchargèrent leurs armes sur nous. » La distinction entre la détonation et les claquements d'armes à feu était si évidente que dans son premier rapport d'enquête rendu le 23 décembre 1944, le commissaire Arnay conclut « Une détonation et un crépitement d'une rafale de mitrailleuses se firent entendre dans le bourg. À ce signal, sur un commandement bref, les mitrailleuses crachèrent la mort. » Une détonation et une rafale, soit 2 événements différents. Le dessin extrait de cette bande dessinée publiée pour le 80e anniversaire de la tragédie confirme une détonation et une rafale, soit 2 événements différents. Les confondre à la manière de Nicolas Bernard se révèle très malhonnête. L'Association nationale des familles des martyrs de Radour-sur-Glane est plus véridique quand elle déclare, vers 16 heures, une explosion dans le bourg donne le signal du massacre. L'explosion est en effet indéniable. Seulement, j'affirme qu'il s'agit des explosions survenues sous les combles de l'église et dans le clocher où un dépôt clandestin de munitions était dissimulé. Les gardiens de la mémoire ne voulant pas en entendre parler, une autre thèse surgit. Elle consiste à prétendre que l'explosion survenue à 16 heures aurait été le signal de la fusillade des hommes seulement. Les femmes et les enfants auraient été massacrés 1 heure plus tard, à 17 heures. Dans son témoignage officiel, pourtant, Madame Roufanche raconte « Vers 16 heures, des soldats âgés d'une vingtaine d'années placèrent dans la nef, près du chœur, une sorte de caisse assez volumineuse de laquelle dépassaient des cordons qu'ils laissèrent traîner sur le sol. Ces cordons ayant été allumés, le feu fut communiqué à l'engin dans lequel une forte explosion soudain se produisit. La clarté du récit ne laisse aucun doute. Les soldats apportent la caisse et allument les cordons. Les 2 événements se suivent immédiatement. Sur ce point, le témoignage de Madame Roufanche daté du 16 novembre 1944 confirme. On lit « 2 Allemands ont déposé une boîte devant la sainte table à l'extrémité de la nef. J'ai vu les 2 Allemands l'ouvrir. Aussitôt après, les Allemands sont ressortis sans nous avoir adressé la parole et sans avoir l'air de se préoccuper de nous. Je me suis alors imaginé qu'on allait faire sauter l'église et nous autres avec. Cependant, tout le monde est resté calme. Quelques instants après, une petite détonation est partie de la boîte. » Ce récit confirme qu'une fois la caisse déposée, les Waffen-SS sont ressortis et que la détonation a suivi quelques instants après. Si donc on en croit le témoignage de Madame Roufanche devenu officiel, l'explosion à l'église survint à 16 heures. On en déduit que c'est cette explosion, suivie d'autres, provenant du dépôt clandestin de munitions, qui provoqua le drame général. Pour tenter d'en sortir, Robert Ebras triche à nouveau. Dans ce témoignage officiel, il intercale le passage suivant. Entre 16 et 17 heures, ces êtres ont dû vivre un calvaire effroyable, car le vacarme intense des tirs, des explosions, de l'incendie leur parvenait sans aucun doute. Qu'ont-ils pu penser ? Avec cet ajout, il trahit le récit de Madame Roufanche. Hélas pour notre tricheur et pour tous les partisans de cette thèse, interrogée en 1947, la femme présentée comme l'unique rescapée de l'église précisa « Pendant tout le temps que je suis resté dans l'église, je n'ai vu ni entendu aucune explosion. » C'est clair, c'est net. La thèse reprise par Nicolas Bernard est donc intenable. Mais il doit tout de même expliquer ces corps de femmes et d'enfants déchiquetés par des explosions. Pour tenter d'y parvenir, Nicolas Bernard prétend qu'après avoir apporté une caisse qui aurait dysfonctionné ou qui aurait été remplie de fumigènes destinés à asphyxier,
les Waffen-SS auraient mitraillé les femmes et les enfants avant de tenter de détruire l'église avec des explosifs, puis d'y mettre le feu. Plus loin, il cite le rapport d'un homme venu après le drame, Jean Pallier. Il n'est pas de mots pour décrire pareille abomination. Bien que la charpente supérieure de l'église et le clocher soient entièrement brûlés, les voûtes de la nef avaient résisté à l'incendie. La plupart des corps étaient carbonisés, mais certains, quoique cuits au point d'être réduits en cendres, avaient conservé figure humaine. La suite décrit certains cadavres retrouvés dans la sacristie, le confessionnal et une voiture d'enfant. Tout ici semble confirmer la thèse officielle. Mais une évidence surgit. Dans ce massacre de l'église en plusieurs étapes, personne n'aurait été surpris par la mort. Je note d'ailleurs que d'après le témoignage de Madame Roufanche, invoqué par Nicolas Bernard, la caisse aurait dégagé une fumée étouffante. Une fumée noire se dégagea aussitôt, fumée qui nous fit étouffer. Toutes les femmes et les enfants tombèrent en poussant de grands cris. On imagine sans peine la scène de panique. Une scène que l'inventeur de la thèse officielle, Pierre Poitvin, décrit très bien. C'est une mêlée confuse au milieu des chaises brisées, des bancs renversés, des objets de culte piétinés. D'après cette thèse, constatant que les victimes ne sont pas mortes, les Waffen-SS tirent dans l'église. Oui, vraiment, si l'on en croit la thèse officielle du massacre des femmes et des enfants, aucun d'eux n'a pu être surpris par la mort. Au contraire, tous l'ont vu venir. Considérons donc le rapport Pallier invoqué par Nicolas Bernard. L'auteur a omis d'en citer un passage capital. Jean Pallier soulignait « Il ne semble pas que les femmes et les enfants aient subi le même sort que les hommes, qui ont été fusillés, puisqu'on a retrouvé dans l'église des corps que la mort a surpris dans une attitude normale. » Il n'est pas le seul à l'avoir constaté. Dans son rapport, celui qui commandait les équipes de secours nota « Dans l'église en partie détruite, ce sont les restes des femmes et des enfants surpris par la mort et brûlés sur place. » Cette remarque confirme que les explosions furent soudaines et qu'elles survinrent alors que rien de grave ne s'était encore passé, d'où ces gens surpris dans une attitude normale. Elle accrédite en outre le témoignage de cet ancien Waffen-SS qui, interrogé plus tard, raconta « Mon groupe a été placé dans les champs non loin de l'église. Nous avions pour mission de ne laisser sortir personne du village. À un certain moment, sans pouvoir préciser l'heure, j'ai entendu une explosion et peu après, des coups de feu, rafales de mitraillettes, ainsi que des cris de femmes et d'enfants. C'est clair, alors que tout était calme, soudainement, une explosion retentit, provoquant la fusillade des hommes et la mort des femmes et des enfants dont certains, surpris, succombèrent dans une attitude normale. L'ouvrage de Nicolas Bernard n'est qu'une nouvelle tentative de sauver une thèse officielle indéfendable. Je le répète, les graines de la vérité ont été semées, tôt ou tard elles germeront.